Le 27 mai 1968, l'USS Scorpion, l'un des sous-marins américains nucléaires les plus avancés de l'époque, est déclaré en retard à sa base navale. En réalité, il disparaît dans l'Atlantique Nord avec ses 99 membres d'équipage. Cette vidéo fait suite à ma vidéo sur les sous-marins que vous aviez beaucoup appréciée. Et dans cette vidéo, on va se pencher sur le cas de l'USS Scorpion, qui est une histoire complètement incroyable, surréaliste. Un sous-marin nucléaire qui arrive en retard, normalement ça n'arrive jamais, et bien ce qui s'est passé est bien plus dramatique que ça. Mais alors, qu'est-il arrivé à l'USS Scorpion? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Lancé par Electric Boat dans le Connecticut et mis en service en 1960, l'USS Scorpion fait partie d'une nouvelle classe de sous-marins plus petits et plus rapides à propulsion nucléaire de classe Skipjack. Il a été développé pour surveiller les sous-marins soviétiques durant la guerre froide. Le Scorpion a notamment aidé à tester de nouvelles tactiques nucléaires et également participé à des missions clandestines, y compris l'infiltration des eaux soviétiques pour espionner le lancement d'un nouveau type de missile en 1966. Évidemment, sa propulsion nucléaire, elle lui permet de rester sous l'eau durant des mois, et c'est ce qui va le rendre redoutable face à l'ennemi car il est difficilement détectable. Il est équipé d'une variété de technologies avancées pour l'époque, notamment des torpilles guidées, des sonars sophistiqués et des équipements de communication sécurisés. Il est capable de se cacher à des profondeurs importantes et de naviguer à grande vitesse, ce qui lui permet de mener des missions de surveillance et de reconnaissance dans des zones hostiles et difficiles d'accès. Le Scorpion est basé à Norfolk dans l'état de Virginie aux États-Unis. Il est l'un des 19 sous-marins d'attaque nucléaire de la flotte de l'Atlantique à cette époque. Il mesure 76 mètres de long et peut lancer 90 torpilles à partir de ses 6 tubes de lancement disponibles. Autant vous dire que c'est vraiment une machine à la pointe pour l'époque, un engin qui coûte des milliards et évidemment à l'intérieur un équipage surentraîné. Février 1967. Le Scorpion est à sa base à Norfolk, où il doit subir une refonte complète. Mais les pressions élevées de la guerre froide ne laissent pas le temps aux techniciens de remettre convenablement sur pied le sous-marin. Les travaux majeurs sont retardés et le Scorpion ne reçoit que des réparations d'urgence. En fait, ils ont tout simplement pas eu le temps de faire beaucoup de réparations et c'est fait un petit peu à la va-vite. Ce qui est pas très recommandé sur ce genre d'engin hyper technique et très complexe. Octobre 1967. Cette date, elle va marquer un nouveau départ pour le Scorpion. Non seulement l'équipage du navire suit une formation de mise à niveau, qui est habituelle en fait dans ce milieu pour conserver des compétences à niveau justement, mais aussi pour conserver les bonnes pratiques de sécurité. Mais il reçoit également un nouveau commandant, et pas n'importe lequel, le commandant décoré Francis Slattery. Et lui, il est âgé de 36 ans, c'est-à-dire qu'il est extrêmement jeune pour un commandant. Commandant de sous-marin nucléaire, je vous le rappelle. 15 février 1968. Le sous-marin quitte Norfolk pour son déploiement de 3 mois dans la Méditerranée. Il va effectuer diverses opérations de reconnaissance et de surveillance. 16 mai 1968. Le Scorpion commence à arriver à la fin de sa mission dans la Méditerranée, mais le technicien de sonar de première classe Bill Elrod, un membre d'équipage du Scorpion depuis 1964, reçoit des nouvelles dévastatrices. Sa femme Julianne a accouché le 16 mai et le bébé n'a pas survécu. Alors vous imaginez, vous êtes dans un sous-marin, vous recevez une nouvelle aussi atroce que celle-là, c'est compliqué. Le commandant du sous-marin décide donc de détourner le Scorpion vers le port de Rota, en Espagne, où Bill Elrod, qui vient de perdre son enfant, ainsi qu'un autre membre d'équipage, sont déposés à terre pour retourner à Norfolk. Donc en fait, le commandant, il a quand même un geste assez incroyable. Il fait détourner le sous-marin qui était en mission pour aller déposer ses 2 membres d'équipage, notamment celui qui vient de perdre son enfant, pour qu'il aille évidemment au chevet de sa femme. 17 mai 1968. Le Scorpion envoie un message en clair. En clair, ça veut dire que le message, il n'est pas crypté. Et donc ce message indique qu'il serait de retour à Norfolk dans 3 jours, soit le 27 mai vers 13 h. Et le message provient du commandant Slattery, le commandant du sous-marin. Il en profite pour signaler sa position au nord-ouest des Açores. C'est un petit peu au large du Portugal. 20 mai 1968. La marine américaine ordonne à l'USS Scorpion de mener une mission de dernière minute en termes d'espionnage de haute technologie. Le commandant Slattery et ses hommes doivent intercepter une force opérationnelle navale soviétique, qui est située au sud-ouest des îles Canaries. Cette force ennemie est composée d'un sous-marin diesel électrique de classe Echo 2, d'un destroyer, d'un navire de sauvetage sous-marin et de 2 navires de levée hydrographique et d'un pétrolier. Le Scorpion est idéalement adapté pour cette mission. Quoi de mieux qu'un sous-marin pour éviter la détection? Il est donc envoyé dans cette zone pour aller faire du repérage de l'espionnage. 21 mai 1968.
À ce moment-là, la communication du sous-marin Scorpion est interceptée par une base navale en Grèce avant d'être renvoyée à COMSUMBLAN, ce qui veut dire Commander Submarine Force Atlantic, le centre de message de la force sous-marine des Américains en somme. Il est maintenant minuit et le Scorpion passe désormais un temps inhabituel sans donner signe de vie. Et en fait, quand ce genre de bâtiment ne donne pas signe de vie, alors que normalement il devait rentrer, eh bien c'est très rarement bon signe. Et ça, ils le savent. 23 mai 1968. Mike Cannon, qui est radioman, 2e classe et responsable du traitement quotidien des messages top secrets provenant du sous-marin en mer, commence à s'inquiéter. Parce que lui, il sait très bien que quand ce genre de bâtiment de sous-marin nucléaire est en retard, malheureusement, il y a un gros problème. Mike travaille avec de nombreux autres jeunes marins radiomen dans une grande salle pleine de machines de cryptage. Alors les radiomen, c'est comme son nom l'indique, des gens qui gèrent tout ce qui est radio. Sur un mur, un grand tableau suivait l'état opérationnel actuel de chacun des 104 sous-marins affectés à la Submarine Force Atlantic. Il craint de plus en plus que le Scorpion soit dans une situation extrêmement grave. Normalement, le Scorpion a pour ordre de transmettre en rafale tous les 24 heures un code crypté, qui une fois décrypté se lit « Vérifier 24 sous-marins Scorpion ». Donc voilà, ça c'est un message qui indique que le sous-marin n'a pas été coulé, que tout va bien. Tous les 24 heures, il doit envoyer ça. C'est un petit peu le message de coucou, on est là. Alors peut-être pas coucou, on est là, mais tout va bien. C'est-à-dire tous les 24 heures, voilà. Et là, il n'y a plus ce message. Mais la veille, aucun message n'est sorti, comme je vous l'ai dit, du télé-imprimeur sécurisé qu'utilise Mike, le radioman. Lorsque Mike est sur le point de terminer ses heures de travail, il passe le relais à son collègue Ken Larbs. Il lui dit que le Scorpion a du retard sur sa transmission. Il se rend direct en suivant dans le bureau de l'adjoint John A. Walker Jr. et lui demande de son côté s'il a un quelconque message tardif provenant du Scorpion. Et son supérieur, à ce moment-là, il va même pas lui répondre verbalement, il va lui faire juste non de la tête. Quand votre directeur ne parle même plus et qu'il fait des signes pour vous répondre, ça sent pas bon. Au départ, Mike, il va pas trop s'affoler et il va essayer de se trouver des excuses pour le retard de ce sous-marin en fait. Il se voile un petit peu la face parce que au fond de lui, il sait très bien que ça va pas. En gros, il dira que ce retard l'inquiétait pas vraiment parce que les sous-marins étaient toujours en retard pour un certain nombre de raisons légitimes allant des dysfonctionnements de l'équipement à un simple oubli. Mais en fait, il sait très bien au fond de lui que ça va pas du tout. 24 mai 1968. Lorsque le lendemain matin, Mike passe la porte de son service, il voit un grand groupe d'officiers supérieurs, dont plusieurs amiraux et un général de corps des marines. Il les voit parler à voix basse et prendre le contrôle de l'espace de travail des radiomen. Quand vous avez des amiraux et un général qui viennent prendre le contrôle d'un espace de travail qui normalement est destiné à des subordonnés, c'est pas bon. C'est-à-dire que là, il y a des décisions qui vont être prises qui sont extrêmement graves. Mike et Ken, eux, ils sont sans voix, ils n'ont jamais vu ça auparavant. Et en fait, pendant la nuit, le Scorpion, donc le sous-marin, n'a toujours pas donné de nouvelles. Mike tend l'oreille et entend certains supérieurs dire que le Scorpion a coulé et que l'équipage est mort dans sa totalité. Et à partir de ce moment-là, en fait, la tension, elle va monter à son maximum. Mais ce que Mike et Ken et le reste des radiomen ignoraient à ce moment-là, c'est qu'ils étaient sur le point d'assister à l'une des plus grandes dissimulations de l'histoire navale américaine. Littéralement, l'enterrement de la vérité sur ce qui s'était passé pour le Scorpion, donc pour ce sous-marin. En parallèle, le vice-amiral Arnold Shade, commandant de la flotte sous-marine de l'Atlantique, sait que le Scorpion ne répond plus. Et il décide de donner aucune alerte, ni aux proches, ni aux médias. C'est incroyable. Il y a un sous-marin avec 99 membres d'équipage. Lui, il est au courant qu'il y a un truc qui va pas et qu'il a coulé, en fait, littéralement. Et le gars ne dit rien à personne. 27 mai 1968. Nous sommes donc le 27 mai 68, et c'est le jour où le Scorpion est censé rentrer à la base. Les familles des marins sont agglutinées sur le bord de la côte, elles ignorent que le Scorpion a déjà sombré et que leurs proches sont tous morts. C'est le même jour que la dissimulation commence et que la marine américaine annonce officiellement que l'USS Scorpion et ses 99 marins se sont perdus en mer vers 13h, le lundi 27 mai 1968. Les familles rentrent finalement chez elles, pas encore conscientes du drame. Les services supérieurs leur disent qu'il y a seulement eu une coupure radio et que les conditions météo expliquent ce petit retard. En parallèle, la flotte américaine est en chemin pour retrouver l'épave du Scorpion. Elrod, donc celui qui a quitté le sous-marin au port de Rota en Espagne pour rejoindre sa femme parce qu'il avait perdu son bébé, se souvient avoir allumé sa télé et avoir vu la déclaration aux infos. Et lui, il a tout de suite compris que le sous-marin, il avait coulé. Et il dira même cela. Ils n'ont jamais annoncé quelque chose comme ça. Quand ils l'ont annoncé à la télévision, j'ai su que le Scorpion avait coulé. Évidemment, lui, c'est un professionnel, il travaille dessus, il sait très bien. Mike Cannon est fou de rage, la marine enterre la vérité sous les yeux et balade les familles. Histoire d'enfoncer un petit peu plus le clou, le chef des opérations navales, l'amiral Thomas H. Maurer, donne espoir aux proches. Il dira ceci: le temps est très mauvais là-bas, vous inquiétez pas. Mais le temps peut se calmer, le navire a peut-être été retenu par la tempête. Et il pourrait rentrer au port bientôt. Là, c'est complètement dingue parce que le mec sait très bien que tout le monde est mort et il dit que
il peut quand même rentrer. Je sais pas jusqu'où il voulait cacher le truc, mais à un moment donné, ça va se savoir. Et donc, un autre mensonge. Muner sait très bien que le Scorpion a coulé le 22 mai, moins de 8 heures avant que le groupe paniqué d'officiers supérieurs ne commence à se regrouper dans le centre de communication. Et en fait, c'est complètement fou parce que là, les mensonges, ils vont continuer. Le 9e jour, un homme tape à la porte de John Craven, scientifique en chef du Deep Submergence System Project. Craven gère les recherches. Et l'homme lui dit avoir quelque chose qui devrait être une grande aide pour retrouver le sous-marin. Mais il veut des assurances que son identité ne soit pas divulguée. Le prix de la coopération était l'anonymat absolu. Évidemment, Craven, il va pas hésiter une seconde, il va lui dire « Ok, donne-moi les infos et tu resteras anonyme. » Évidemment, il y a un sous-marin à retrouver, il peut pas refuser des informations hyper importantes qui pourraient permettre justement de retrouver ce sous-marin. C'est pas possible. Donc il accepte. Craven procède donc à l'analyse des données à partir des 2 réseaux d'hydrophones supplémentaires. Et justement, cette analyse, elle va s'avérer fructueuse. Parce que là, on sait toujours pas ce qui s'est passé. Pourquoi ce sous-marin nucléaire a disparu? C'est désormais 5 mois après la disparition du Scorpion qu'il est finalement retrouvé à 740 km au sud-ouest des Açores, au large du Portugal, à une profondeur d'environ 3 km. La découverte est faite par un bathyscaphe Trieste 2. C'est un véhicule sous-marin habité et opéré par la marine américaine. Au total, on va procéder à 9 plongées. Ces enquêtes ont confirmé que le Scorpion s'était divisé en 3 grandes sections. Rien n'indique en revanche une explosion de torpille extérieure. Le petit sous-marin de recherche qui va aller chercher le gros sous-marin nucléaire va prendre plusieurs photos. On voit notamment une énorme tranchée dans la vase des fonds marins que le sous-marin a creusé, ce qui indique qu'il est venu s'écraser sur le fond en mouvement. On voit également que la coque avant du sous-marin s'est brisée. Il faut savoir que quelle que soit la cause du naufrage, une importante entrée d'eau survient, mettant tout HS avant même que l'équipage puisse émettre un SOS. En s'enfonçant plus vers le fond, le Scorpion a atteint sa profondeur maximale de résistance à la pression, entre 600 et 700 mètres, ce qui a eu pour effet l'implosion de son épaisse coque en 2 ou 3 parties. Une multitude de débris le long d'une trajectoire de plusieurs kilomètres. Les débris les plus légers sont emportés encore plus loin par les courants. Les réacteurs sont retrouvés intacts et laissés au fond des eaux. Ça aurait pu être cataclysmique si les réacteurs s'étaient disloqués complètement. Vous imaginez des réacteurs nucléaires qui explosent dans l'eau? C'est Tchernobyl mais en pire. Il est fort probable que les sous-mariniers aient eu le temps durant de longues minutes de descente de se savoir condamnés. Il faut savoir qu'ils sont morts instantanément, qu'ils n'ont pas eu le temps de souffrir parce qu'il y a eu un changement de pression tellement puissant au moment où il a implosé que ça a été instantané. Mais alors, qu'est-il exactement arrivé au Scorpion, à ce sous-marin? Le 31 janvier 1969, et après avoir scruté l'ensemble des photos et des éléments, la marine américaine rédige son rapport et le rend. Le problème, c'est qu'il n'est pas du tout jugé concluant ni satisfaisant. La cause certaine de la perte de ce sous-marin ne peut être déterminée à partir d'aucune preuve actuellement disponible. La déclaration la plus définitive à ce jour date de 1993 et incrimine les inondations incontrôlées qui auraient causé une explosion ou un événement cataclysmique comme il est marqué. On met aussi en cause une torpille du Scorpion qui aurait explosé toute seule, sachant bien qu'il y a absolument aucune preuve pour les torpilles et que surtout les torpilles, elles étaient intactes. Donc ça tient pas vraiment. Tout le monde est sceptique et tout le monde se demande mais qu'est-ce qui peut couper en 3 un sous-marin aussi balèze que ça? Et en fait à ce moment-là, l'histoire elle va prendre une autre tournure. L'un des hommes qui s'est le plus évertué à dissimuler la vérité du Scorpion a finalement vendu la mèche. C'est lors d'une interview téléphonique depuis son domicile en Floride que l'ancien vice-amiral Arnold balancera littéralement le dossier, réduisant en miettes toutes les versions officielles. Et il dira ceci. Quand il sortait de la Méditerranée, donc le sous-marin, nous les avons comme prévu détournés vers la base Polaris de Rota, en Espagne, pendant quelques jours pour un chargement de torpilles et pour obtenir des choses dont ils pourraient avoir besoin avant de quitter la zone. Le sous-marin a rapporté que leur état était si bon qu'ils n'avaient même pas besoin de s'arrêter. Arnold a ensuite confirmé une conclusion de la cour d'enquête selon laquelle un exercice naval soviétique, comprenant au moins un sous-marin nucléaire, était en cours au sud-ouest des îles Canaries. Et donc il va rajouter ceci dans l'interview. Nous avions des informations générales sur un groupe de travail soviétique opérant dans cette zone générale. Nous avons donc conseillé aux sous-marins de ralentir, de jeter un petit coup d'œil, de voir ce qu'ils pourraient découvrir. Pour autant que nous sachions, ils n'ont jamais pris contact et ils n'ont jamais signalé cela. Ils devaient nous rendre des comptes peu de temps après. Et c'est à ce moment-là que nous avons eu un peu de suspicion, car ils ne se sont pas signalés, ils ne se sont pas enregistrés. Puis lorsque nous sommes arrivés à leur limite de leur enregistrement, ils ont d'abord été signalés comme étant un peu en retard. Je vous rappelle, le retard des sous-marins nucléaires, c'est jamais bon signe. Globalement, en fait, en disant ça, donc des années plus tard, une quarantaine d'années, eh bien, Arnold, cet amiral, il va admettre pour la première fois que le sous-marin a peut-être été coulé par un navire soviétique. Et donc 40 ans plus tard, comme je vous le disais, Mike et Ken décident aussi de briser le silence, publiquement. Ils affirmeront avoir entendu leur supérieur dire que le Scorpion a été coulé lors d'un affrontement avec un sous-marin soviétique. Et quelle a été leur réaction?
eh bien, étouffer l'affaire. On sait aussi désormais que les capteurs du réseau de surveillance de la marine, SOSUS, hein, c'est S-O-S-U-S, hein, c'est pas saucisse, eh bien, ces capteurs, ils ont entendu l'explosion. Et Mike conclura en disant, un sous-marin soviétique a été suivi, quittant la zone à grande vitesse. Sauf que le problème, ils n'ont pas de preuves. Oui, on a bien entendu une explosion, oui, un sous-marin soviétique a été perçu dans les environs, mais pour quelle raison un groupe de travail soviétique avec seulement 2 combattants à l'intérieur pourrait réussir à supprimer le Scorpion, qui est évidemment bien plus performant et à la pointe? Et évidemment, le doute, il va subsister. En fait, il n'y aura probablement jamais d'explication concluante pour la perte de l'USS Scorpion, même si la thèse soviétique reste la plus probable. Depuis la perte du Scorpion et du Thresher, un autre sous-marin, la marine américaine n'a jamais perdu d'autres sous-marins. Et en fait, la disparition étrange et inexpliquée de ce sous-marin, c'est probablement l'une des histoires les plus mystérieuses de la marine, et notamment de la marine américaine. Vous imaginez, depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu aucune explication vraiment validée. Je vous invite à aller voir mon autre vidéo que j'ai faite sur les sous-marins. Ce sera peut-être pas celle-ci, mais elle est sur ma chaîne YouTube. Merci à tous d'être arrivés jusque-là, j'ai trouvé ce sujet complètement fou. Comment un sous-marin comme ça peut disparaître et sans explication? J'espère que vous aurez apprécié et découvert, pourquoi pas, cette histoire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures comme d'habitude. Merci à tous, abonnez-vous, laissez des pouces. Je vous attends en commentaire, à très vite. Au revoir.